Je suis chercheur postdoctorant à Sciences Po, chercheur associé à un nouveau centre du CNRS qui s'appelle le Centre Internet et Société, également membre de la Quadrature du Net, qui est une association de défense des libertés dans l'environnement numérique. Alors les Safe Cities, c'est le futur de nos villes, à en croire pas mal de décideurs et d'industriels. Est-ce que c'est une Smart City qui a mal tourné? Je pense qu'on peut le dire parce que la Smart City, c'est un concept vraiment créé de toutes pièces par les industriels à la fin des années 2000, notamment par Cisco et IBM, pour se relancer dans des marchés et relever un peu leur taux de croissance. Et donc ils ont propagé ce terme et ce programme d'une technologisation à outrance de nos villes depuis 10 ans. Et ça a été depuis repris par pas mal d'acteurs politiques dans la fonction publique, dans les administrations publiques, et également par certains de leurs concurrents, notamment des grandes boîtes comme Thales, issues du champ de la sécurité, des acteurs comme Veolia également, enfin les grandes multinationales très liées aux services, aux collectivités locales ou aux États de manière générale. Et là, je vais citer du coup un cadre de Thales qui explique qu'en fait, leurs solutions, c'est des solutions big data, d'intégration, stockage et analyse des données en masse, qui est un peu la colonne vertébrale technologique de la Smart City. Cette colonne vertébrale, elle peut servir à plein de choses, que ce soit de la gestion des déchets, l'optimisation des transports, etc., etc. Mais ce que explique Pierre Cuneo, ce cadre de Thales, c'est qu'en fait, les seuls budgets qu'on arrive à faire débloquer pour le moment, c'est sur les questions de sécurité. Et du coup, c'est pour ça que les industriels ont mis en avant ce concept de Safe City, comme donc la ville sûre et la déclinaison en fait sécuritaire de la Smart City, qui, dans son essence, est de toute manière une manière de mettre sous surveillance la ville, mais encore une fois, ça peut servir à plein de choses. Et la fonction policière est en train d'être vraiment mise en avant, et on le voit dans les expérimentations qui sont lancées ces derniers temps en France. Alors en fait, ça fait 3-4 ans que déjà ces processus sont engagés, où c'est important pour les industriels français, pour l'essentiel, de se positionner sur ces marchés en plein essor. Les analystes là prédisent que la Smart City, à l'horizon 2025, c'est un marché de 250 milliards de dollars au niveau mondial. Donc c'est colossal. Donc il y a des enjeux industriels très forts. Et depuis donc 3-4 ans, ces industriels, en lien avec plein de pouvoirs publics divers et variés, promeuvent des expérimentations. Et les technologies policières employées en la matière, c'est avant tout, il y en a deux essentiellement. En gros, cette intégration de grandes masses de données pour faire de l'analyse statistique big data, et du coup aller vers des solutions de police prédictive, où on va comme ça pouvoir essayer de déceler les zones les plus criminogènes, faire de la prévision sur les événements, les circonstances dans lesquelles des problèmes de sécurité publique sont susceptibles d'intervenir, ce qui pose tout un tas de problèmes évidemment. Et donc la deuxième brique technique pilier de la Safe City, c'est l'analyse automatique des flux vidéo. On a dépensé en France des centaines de millions d'euros, ça doit se chiffrer en milliards, même si les chiffres n'existent pas malheureusement, parce que c'est des programmes qui n'ont pas été évalués, mais depuis 10 ans on a mis de la vidéosurveillance partout sur le territoire. Or ça coûte assez cher de la rendre efficace du point de vue policier, puisque ça suppose d'avoir des fonctionnaires dédiés au visionnage des flux vidéo. Et donc là l'idée c'est qu'avec des nouvelles technologies issues en gros de la recherche en intelligence artificielle, de pouvoir automatiser ça et de pouvoir donc faire de la reconnaissance faciale, de la détection de comportements suspects, c'est comme ça que c'est présenté, et plein d'autres choses de ce type, également de la reconnaissance des émotions à travers l'analyse du mouvement de nos visages et ce genre de joyeuseté. Pour l'instant, c'est encore des expérimentations, on est dans l'ordre du discours marketing, des choses où on promet monts et merveilles, en tout cas on promet monts et merveilles aux élus à cheval sur les questions de sécurité qui sponsorisent et commanditent ces expérimentations. L'État, il intervient à plein de niveaux, il intervient déjà en termes de crédit de recherche, puisque au niveau de l'Agence de financement de la recherche, comme l'Agence nationale de la recherche, l'ANR en France, au niveau de la Commission européenne également, on a plein de programmes orienté vers le développement de ces technologies de contrôle social. Et donc il y a des millions et des centaines de millions d'euros dépensés, d'argent public dépensé au stade simplement de la recherche. Ensuite, il y a tout un maillage d'organismes publics et parapublics, ou en gros des comités de filières industrielles, mais qui ont vraiment pignon, leur fauteuil réservé au ministère de l'Intérieur, et donc qui servent vraiment à faire l'interface entre l'État et le secteur industriel, qui établissent des formes de programmes en fait, d'investissement et de développement pour les années à venir. Donc il y a une co-construction publique-privée de ces technologies-là.
C'est pour ça d'ailleurs qu'elles finissent par être financées par les programmes de recherche. Et ensuite, elles sont déployées sur le terrain au travers d'expérimentations où pour l'instant, ce n'est pas encore des sommes colossales. À Marseille, par exemple, il y a une solution de Safe City qui intègre un peu ces différentes technologies. Et pour l'instant, on parle d'une somme de 2 millions d'euros, ce qui n'est rien comparé aux 50 millions d'euros qu'on va consacrer aux 500 nouvelles caméras de surveillance qui vont être déployées sur la ville de Marseille. À Nice, pour l'instant, c'est 11 millions d'euros mis au travers de subventions ou d'avances récupérables données à Thales et à un consortium qui le dirige pour faire de la Safe City à Nice, donc, sur un projet qui vaut 25 millions d'euros. Et donc les 14 millions d'euros restants sont mis en avant par le privé, donc, pour l'instant. Mais encore une fois, on est au stade d'expérimentation et c'est des choses qui, une fois un peu affinées, on est encore à un stade où en fait les collectivités locales et les industriels sont un peu en train de se rencontrer, de voir comment ils vont pouvoir travailler ensemble. Mais à force d'expérimenter, de faire de la recherche et de balancer de l'argent public sur ces choses-là, forcément, on va avoir des marchés publics qui vont grossir et on va en venir sans doute à consacrer beaucoup d'argent si on n'arrête pas les choses à temps. Et une dernière chose, l'État actionnaire, évidemment l'État actionnaire directement dans ces boîtes, puisque Thales par exemple qui dirige ce consortium à Nice, l'État détient plus d'un tiers des droits de vote au conseil d'administration, 25% des parts actionnariales. On est dans des proportions très similaires dans l'entreprise Engie Neo du groupe Suez, qui donc pilote le projet Safe City à Marseille. Et donc voilà, il y a vraiment un soutien public très fort en fait, pour ces déploiements, alors même qu'ils ne font l'objet d'aucun débat démocratique, de très peu de discussions au niveau institutionnel et encore moins vraiment sur la place publique, quoi. Donc il y a un vrai problème de contrôle démocratique en fait, de ces déploiements technologiques qui vont modeler nos villes et les rapports politiques et ce que ça veut dire que de vivre dans un régime politique qui se prétend démocratique mais qui institue toute l'infrastructure qui va permettre des formes de contrôle social totalitaire. C'est ça qui est compliqué avec l'État, c'est qu'on en parle comme une figure assez homogène, etc. Mais en fait, en réalité, derrière, il y a des luttes politiques internes aux administrations. Et alors, je pense qu'il y a des gens qui sont clairement dans un fantasme de contrôle social de type totalitaire. Enfin, c'est assez clair quand on regarde les documents administratifs liés à ces projets. Il y a tout un vocable lié, issu du monde militaire sur, en gros, issu des doctrines contre-insurrectionnelles, de pacification, et on veut vraiment lisser la ville de toutes ces aspérités contestataires, et tout ce qui échappe un peu à l'ordre technocratique bien lisse qu'on aimerait pouvoir développer. Donc ça existe, je pense. Il ne faut pas le négliger. C'est pas que du discours marketing et ça correspond aussi à des idéologies, à des options politiques défendues par certains au sein des États. Après, il y a clairement une histoire de gros sous où dans le monde néolibéral dans lequel on vit, il y a une interdépendance très forte entre l'État et les grands groupes industriels et ça passe aussi par des circulations de hauts fonctionnaires qui passent dans le privé et qui reviennent dans le public. Et donc tous ces phénomènes de socialisation conduisent à une compréhension assez claire et partagée entre les industriels et l'État qu'il y a des marchés à conquérir, que c'est le futur. Je veux dire, quand on voit les discours autour d'intelligence artificielle de manière générale, pour sortir même du débat sur la Smart City et les Safe City, c'est un enjeu stratégique, c'est-à-dire que les Chinois s'y mettent à fond, les Américains s'y mettent à fond, il faut que les industriels français sautent au niveau et donc on déploie des programmes industriels pour faire en sorte que les industriels français puissent être au niveau sur ces marchés qui, au niveau mondial, donc, vont représenter énormément d'argent. Donc il y a clairement des histoires de gros sous derrière. C'est le problème de la ville qui se transforme en panoptique grandeur nature, c'est qu'il y a des logiques de normalisation sociale, d'autocontrôle des populations qui risquent effectivement de se mettre en place et qui transforment complètement en fait, les rapports politiques et qui rompent définitivement avec l'horizon de l'autonomie et de l'indépendance qui fondent une vision un peu forte et tranchée de la démocratie, quoi. Et du libre arbitre, qui sont des choses peut-être de l'ordre philosophique et qu'on peut discuter, mais qui fondent encore la manière dont on se représente nos régimes politiques. Et si l'horizon démocratique reste quelque chose de désirable et collectivement auquel on reste attaché, et enfin, c'est mon cas, alors ça veut dire qu'il faut résister à ces programmes et à ce qu'ils impliquent à moyen terme.
faut résister à cette peur et à ces formes d'autocontrôle. Et justement pas générer de nous-mêmes les effets politiques escomptés par les promoteurs de ces projets. Ce qui veut dire en fait que je vous inviterai plutôt à aller près du bassin méditerranéen, dans ces villes très sécuritaires que sont Nice et Marseille, où vous rencontrerez des gens super avec lesquels il y aura peut-être moyen de se poser la question de la Safe City et de comment y résister. Et c'est plutôt ça l'enjeu et ça peut faire des belles vacances estivales aussi.